Oui, je m'appelle Catherine. J'ai travaillé pendant 34 ans et demi dans la même entreprise où j'étais très bien et mon métier me plaisait très bien. Mais au bout de quelques années, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont fait que j'ai dû m'arrêter pendant un certain temps. Et l'employeur n'a pas du tout compris. Et lorsque j'ai pu revenir, j'avais des restrictions de la part de la médecine du travail par rapport à l'handicap qu'a généré ma maladie. Mais ces restrictions n'ont pas du tout été retenues par l'employeur. Et du coup, je ne devais pas travailler debout et piétiner. Mais pendant 4 heures, j'ai travaillé debout et piétiné. Ce qui fait que j'étais très mal et qui a fait que j'ai dû me réarrêter. Et quand j'ai repris mon travail, on m'a licenciée parce que tout simplement, ils ne voulaient pas adapter mon poste. Et par la suite, bien sûr, j'ai fait une dépression car mon métier me plaisait et à 49 ans, se retrouver comme ça aux yeux de la société, je me sentais rien et je me disais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma personne? Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que les employeurs et la société reconnaissent notre handicap et puissent faire en sorte que nous puissions travailler jusqu'à la retraite si on en a envie, comme tout un chacun. Voilà, je suis une personne et un citoyen à part entière et j'aimerais qu'on me respecte comme telle. Voilà, donc on a vu ce premier témoignage de Catherine, hein, qui a rencontré, des difficultés, n'a pas pu se maintenir, en emploi. Donc on va poursuivre avec, un deuxième témoignage avec Sandra Roumani, qui est coordinatrice régionale pair hip-hop. Donc, Sandra nous expliquera ce que ça veut dire hip-hop en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, merci Sandra d'être avec nous ce matin. Donc, vous avez été confrontée à un recrutement discriminatoire dans votre parcours professionnel. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et donc comment s'est passée donc cette situation lors d'un processus de recrutement pour un emploi de serveuse? Donc, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc oui, effectivement, pendant une recherche d'emploi, j'ai postulé pour un poste de serveuse. C'était un moment où la restauration était particulièrement en tension, en fait. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance. Alors il faut savoir que moi, j'ai un handicap visible, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas faire semblant, je suis en fauteuil roulant. Mais par contre, je suis totalement autonome, je vis ma vie, il n'y a aucun problème. Et j'ai postulé sur une offre où je pensais qu'il n'y aurait aucune difficulté parce que je connaissais le restaurant très bien. Je savais qu'il était totalement accessible. C'était un système de buffet, donc il n'y avait pas de service complet à table. Donc je savais très bien que je pouvais assumer sans problème. Et donc j'ai postulé, j'ai envoyé une lettre de motivation, un CV. CV sur lequel j'ai bien précisé que je suis en situation de handicap, sans pour autant préciser quel type de handicap, parce que je n'ai pas forcément à le stipuler. Et j'ai été recontactée pour faire un essai. Donc moi, j'étais ravie, puisque l'essai, au moins, ça n'engage à rien et ça permet malgré tout de voir un petit peu si ça peut fonctionner ou pas. Voilà. Donc, je suis allée à l'essai. Et quand je suis arrivée, j'ai constaté que la personne qui m'accueillait était un petit peu perturbée en me voyant, en fait. Je l'ai senti un peu défait quand il m'a vue. Donc je me suis un petit peu doutée du problème, mais bon, j'espérais que ce ne soit pas ça. Et finalement, la personne est partie 2 minutes voir son supérieur, soi-disant, et est revenue en me disant ben, l'essai, ça ne va pas être possible, le poste ne peut pas vous convenir, c'est trop sportif en fait. Et là, je lui dis mais enfin, je suis désolée, je viens pour un essai, donc ça ne vous engage à rien. En plus, là, vous me prêtez des incompétences que finalement je n'ai pas. Je suis justement sportive, j'ai été sportive de haut niveau. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas entendre. J'ai essayé un petit peu de forcer et de faire cet essai parce que c'était quand même pour ça que je venais. Et j'avoue que j'ai été un petit peu choquée
et complètement sidérée parce que je m'étais préparée à tout, vraiment à tout, même au pire, que je fasse tomber des choses, que ce soit catastrophique. Et en fait, je n'ai même pas eu l'opportunité de faire cet essai simplement parce que la personne m'a vue en fauteuil. Et donc, je suis en fauteuil, donc soit je suis idiote, soit je suis faible physiquement, voire les deux pour certaines personnes. Et en tout cas, je ne peux pas assumer ce genre de poste. Donc, j'avoue que j'ai été cueillie. Voilà. Oui, on on voit bien donc là finalement, pourquoi le recruteur a refusé de vous laisser faire l'essai? C'était parce qu'il présumait que comme vous êtes en C'est fauteuil, la c'est pas présomption possible? d'incompétence. Voilà, c'est clairement ça, hein. Quand la personne me dit, «Ça va pas être possible, c'est trop physique», mais pardon, mais enfin, à qui est-ce qu'on dirait ça? Si j'ai postulé, alors déjà, normalement, j'ose espérer que je ne postule pas n'importe comment et n'importe où. Donc comment on peut me sortir ce genre d'excuses? Et encore une fois, pour un essai. Donc Mmh. pour un essai, ça n'engage à rien. Il aurait pu me dire, après l'essai, même si ça s'était formidablement bien passé, il aurait pu me dire: «Bon, bah, là, ça ne le fait pas, vous ne correspondez pas». Là, j'aurais rien eu à dire. Mais là, on ne m'a même pas laissé l'opportunité de faire mes preuves. On m'a bâillonnée et on m'a dit: «Bonne journée», quoi. Oui, donc là, c'est vrai que c'est assez, frappant juste le fait de ne pas pouvoir, tenter sa chance quoi, juste, voilà, parce C'est qu'il y a une ça, faire ses présomption, preuves, un regard montrer qu'on a déjà notre très place, très montrer qu'on a notre place, stigmatisant sur, voilà et donc qu'est-ce qui s'est juste parce que passé je suis en fauteuil. exactement? Pardon. Donc qu'est-ce que vous avez fait ensuite, face à ces situations? Comment ça s'est, Alors, je ne vous poursuivi? cache pas que déjà, quand je suis sortie, je suis rentrée dans ma voiture, je me suis posée 5 minutes et je me suis dit: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Parce que vraiment, quand je parle de sidération, c'était, mais vraiment la sidération parce que j'avais j'étais déjà stressée, j'avais passé une nuit assez longue parce que je m'étais un peu projetée en imaginant, mais vraiment les pires choses, et celle-là, je ne l'avais vraiment pas vue venir. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit: «Je ne peux pas laisser passer ça». C'est hors de question. Donc j'ai fait un courrier. J'ai fait un courrier où j'ai tout détaillé, y compris le processus de recrutement et ainsi de suite, pour l'inspection du travail. J'ai envoyé une copie au restaurant, donc j'ai quand même été honnête. J'ai envoyé une copie en lettre recommandée avec accusé de réception. Ils ne sont jamais allés la chercher. Par contre, j'ai été recontactée par l'inspection du travail, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines après, pour avoir des renseignements complémentaires, en fait, parce qu'effectivement, je n'avais pas envoyé ma lettre de motivation, mon CV et ainsi de suite. Donc elle a voulu, avoir des précisions à ce niveau-là, et elle m'a également demandé si je souhaitais, les attaquer, juridiquement. Donc là, moi, j'ai dit: «Je n'en suis pas là». Parce que je ne veux pas non plus, les pénaliser pour rien. J'ai bien senti qu'il y avait un malaise, et qu'ils étaient, plus ignorants qu'autre chose. Mais, bon, j'aurais peut-être dû les attaquer finalement. Je ne l'ai pas fait en tout cas. Je leur ai dit: «Voilà, moi je préfère la pédagogie. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, les sensibiliser, les former, j'en sais rien. En tout cas, ce que je veux moi, c'est ne pas laisser passer ça, parce que si moi je laisse passer ça, ça veut dire que des personnes qui vont se confronter à la même chose, beh, ça va jamais se terminer en fait». Donc je n'ai pas voulu laisser passer ça. J'ai envoyé ce courrier, j'ai envoyé les précisions, à la personne qui m'a recontactée de l'inspection du travail, et je leur ai dit: «Voilà, moi je me devais de vous informer, parce que si ça se reproduit là par contre, vous pourrez agir, et moi je serai là aussi pour témoigner si, s'il faut, parce que là je serai OK». J'ai également envoyé une copie au défenseur des droits évidemment, et voilà. D'accord, donc il y a eu quand même, voilà, une démarche qui a été, engagée. Je suis Oui, frappée quand vous dites, voilà, une forme d'ignorance finalement. On voit bien là que c'est quand même, voilà, d'abord par ignorance ou par préjugé, hein, que, ouais, il y a eu cette réaction, totalement, heu, clairement. inappropriée de l'entreprise donc voilà, qui pose question et puis qu'on pourra, développer là, en voyant un peu ce qu'on observe sur le type de discrimination justement que peuvent rencontrer les personnes, lors de la phase d'embauche ou, Ouais. en maintien en emploi.
Du coup, pour, un peu, terminer sur une note un peu plus positive, vous avez, finalement, poursuivi votre, parcours professionnel et donc maintenant, vous êtes pleinement reconnue, dans vos compétences, dans le cadre de ce poste de coordinatrice régionale pair hip-hop. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, quelles sont vos missions et surtout en quoi consiste ce projet, hip-hop? Oui, ben, en fait, très rapidement, le projet hip-hop, ça a été une démarche nationale qui a été expérimentée de 2021 à 2024, qui a été financée par la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité de l'autonomie, au national et au régional, qui a été financée par l'Agence régionale de santé. Et l'objectif de cette démarche, c'est de développer le recours à l'expertise des personnes en situation de handicap dans le quotidien, à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire qu'on fasse appel à des personnes directement concernées pour l'accessibilité au sens large de la communication, des établissements et ainsi de suite, qu'on fasse appel à des personnes concernées pour la formation des futurs professionnels. Voilà, c'est vraiment valoriser l'expertise que les personnes en situation de handicap peuvent développer en vivant au quotidien avec leur handicap et tout type de handicap. D'accord, donc montrer qu'il y a une expertise qui est à mobiliser, et donc un peu contrecarrer justement, les représentations, erronées, négatives et parfois même le stigmate du handicap. C'est Merci exactement beaucoup. ça. Ouais, merci beaucoup, Sandra. Donc voilà, l'idée avec ces 2 1ers, témoignages, hein, qui voilà, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais qui nous donnent quand même, un éclairage, hein, sur, les difficultés que peuvent rencontrer donc les personnes, dans la phase d'embauche où là, on voit plutôt s'exprimer des préjugés, des représentations négatives, des peurs, hein, et une ignorance comme l'a dit, Sandra Roumani. Et puis en maintien, c'est peut-être un petit peu, différent. Il n'y a pas forcément la volonté, de, discriminer, mais plutôt, la méconnaissance, hein, des outils qui pourraient être mobilisables pour permettre aux personnes de continuer à exercer leur mission, professionnelle. Et donc, on va essayer d'aller un peu plus loin sur cette connaissance, de l'état des lieux des discriminations rencontrées à travers, les observations que peut faire le monde académique sur, donc, ces, processus discriminatoires dans le monde, du travail. Donc on accueille, Naomi, Mahmoudi, qui est maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université, Claude Bernard, Lyon 1. Bonjour et merci, Naomi, d'être avec nous. Alors tout d'abord, Naomi, on va redéfinir, de quoi on parle quand on parle de discrimination, fondée sur le handicap en matière d'emploi, concernant, le monde académique. Comment on définit? Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de m'avoir conviée à cette, université du réseau des référents handicap. Alors d'un point de vue économique, si on reprend la définition de la discrimination sur le marché du travail de Ekman, celle fondée sur le handicap va être une, différence de traitement qui va être faite par une entreprise, une différence de traitement entre, 2 personnes, une personne en situation de handicap et une personne sans handicap, qui auraient pour autant des caractéristiques productives parfaitement identiques. Donc c'est vraiment la différence de traitement malgré des capacités productives identiques qui va, fonder la discrimination sur le marché du travail, d'un point de vue, économique. Elle peut concerner, cette discrimination, différents aspects de l'emploi. Par exemple, l'accès à un stage, à une alternance, à un emploi, mais également le licenciement, les sanctions ou encore l'accès à une formation professionnelle ou même, les salaires. Et cette discrimination, elle peut être directe ou même indirecte. Et nous, ce qui nous intéresse, en économie, c'est notamment, quels sont les fondements finalement, de cette discrimination? Pourquoi les entreprises discriminent? Et on a 2 théories, économiques qui visent à expliquer ces discriminations, qui sont conscientisées ou non conscientisées, hein. On a tout d'abord, la discrimination qui va être dite fondée sur les goûts, sur les préférences selon, Baker en 57, qui est le fait que, finalement les employeurs, vont avoir des préférences exogènes à ne pas travailler avec, des personnes en situation de handicap, mais cela peut également venir des salariés ou encore des clients qui ne veulent pas être en contact ou en interaction, en tout cas avec des travailleurs en situation de handicap. Et de ce fait, l'employeur, lui, va viser plutôt à maximiser son utilité
limiter à ne pas travailler avec cette population-là plutôt qu'à maximiser son profit, puisque du coup, il va passer potentiellement à côté d'un vivier de talents assez important. Et le deuxième fondement théorique à cette discrimination est la discrimination dite statistique, où là, la discrimination est le fait d'une asymétrie d'information entre l'employeur et le travailleur en situation de handicap. Puisque l'employeur n'a pas toutes les connaissances sur les capacités productives de la personne en situation de handicap, il va essayer de compléter les informations observables qu'il a, par exemple celles dans le CV, concernant le niveau d'études ou encore d'expérience de la personne en situation de handicap, par les idées qu'il a sur les capacités productives moyennes du groupe sociodémographique auquel elles appartiennent, en particulier de la population en situation de handicap. Dans tous les cas, cette discrimination, elle est prohibée, quel que soit le fondement théorique sous-jacent. D'accord, donc on est sur donc ce que vous disiez, une différence de traitement malgré finalement. C'est ça le résultat, c'est malgré ces, capacités, productives identiques, Oui, on traite différemment et selon des fondements qui peuvent être de 2 ordres, si je comprends oui, bien. c'est ça. Voilà, donc maintenant qu'on a défini, ce qu'étaient les discriminations, vous, au niveau là des sciences économiques, comment vous les mesurez? Parce que voilà, comment mesurer cette inégalité de traitement? Voilà, quels sont les outils que vous mettez en place pour mesurer, alors à la fois dans la phase d'embauche et en maintien? Puisqu'on voit qu'on a quand même 2 périodes où ça peut se manifester, donc comment vous le mesurez et à quels outils vous référez? Alors, on a 3 méthodes, qui peuvent être mobilisées. La première méthode va être la méthode subjective qui va viser, au travers d'enquêtes à destination, de l'ensemble de la population, d'essayer de, mesurer la discrimination ressentie, exprimée par, les personnes en situation de handicap, également par les personnes non handicapées et d'essayer de comparer finalement, la proportion de la population, en situation de la proportion de la population en situation de handicap et non handicapée qui déclarerait avoir déjà été victime de discrimination. Alors là, du coup, on va plutôt travailler sur des données d'enquête et la limite est que là, on est vraiment sur des discriminations ressenties, donc pas forcément, heu, vérifiées d'un point de vue juridique. On a une deuxième méthode qui est la méthode, dite indirecte, où là, on va utiliser des, méthodes dites de décomposition, et qui est surtout utilisée pour mesurer la discrimination en emploi. Par exemple, on va utiliser, on va essayer de mesurer la discrimination salariale en prenant l'écart de salaire moyen la population entre les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs non handicapés et on va diviser on va diviser cet écart de salaire en 2 parties. Une partie qu'on va expliquer au travers de méthodes statistiques par une différence de capacité productive, donc une différence en termes de niveau d'études, d'expérience et cetera. Et une partie qui va être non expliquée du coup par une différence de capacité productive et que là on va inférer à de la discrimination. Et pour cela, on va travailler sur des données d'enquête ou administratives pour pouvoir, appliquer ces méthodes. Elle est vraiment beaucoup utilisée pour mesurer la discrimination salariale, cette méthode-là. Et la dernière méthode, c'est la méthode, dite expérimentale et plus précisément la méthode du testing, du test de correspondance par pair, qui est vraiment la méthode privilégiée pour mesurer la discrimination dans l'accès à l'emploi, où là, l'objectif va essayer de, créer une situation artificielle propice, à la discrimination. En fait, on va envoyer, en réponse à de vraies offres d'emploi, des candidatures fictives, heu, similaires en tout point, en termes de, design, en termes de niveau d'études, d'expérience, de centre d'intérêt et cetera. Et la seule chose qui va différencier ces, candidatures, par exemple, on va en prendre 2, ça va être que l'une des candidatures va mentionner un handicap, par exemple, va mentionner, on aura un CV une lettre de motivation et au-dessus du CV, on aura la mention RQTH et une autre candidature qui sera complètement similaire, mais qui ne va pas mentionner, de handicap. Et ensuite, on va collecter les réponses, des employeurs, heu et on va comparer finalement la différence de traitement entre ces 2 candidats fictifs à l'emploi. Et puisqu'ils ont des caractéristiques productives parfaitement identiques, vraiment les CV, les lettres de motivation sont complètement, comparables et ben, cette différence de traitement sera, associée à de la discrimination. Donc là, vraiment, l'avantage de cette méthode est que, on va pouvoir vraiment, essayer de mesurer l'ampleur de la discrimination dans un champ particulier, par exemple dans une profession particulière, dans un secteur en particulier ou encore en raison de certains types, de handicap.
D'accord, donc on voit qu'il y a plusieurs outils et qui sont pas les mêmes lorsqu'on est plutôt en la phase recrutement et la phase, maintien, qu'on n'observe pas la même chose. Donc du coup, au-delà de ces outils, maintenant, qu'est-ce que vous observez, par exemple, sur l'outil testing? Qu'est-ce que ça vous permet d'observer, donc sur cette phase recrutement, concernant les travailleurs en situation de handicap? Bah, ce que l'on observe, c'est que, malgré l'importance des politiques publiques qui visent à favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, parce que le handicap, c'est vraiment le critère potentiel de discrimination qui fait l'objet d'un arsenal de politiques publiques le plus développé, hein. On a l'obligation d'emploi de travailleurs Oui. handicapés, la politique antidiscrimination, l'obligation d'aménagement, de postes et cetera et cetera. Bah, malgré ce cadre légal très important et toutes les aides qu'il y a derrière, les personnes en situation de handicap peinent encore à accéder à l'emploi et sont encore victimes de discrimination, à l'embauche. On a, de nombreuses études qui ont été menées en France comme à l'étranger, qui ne cessent de montrer depuis les années 1990, des preuves de discrimination, dans l'accès à l'emploi. Par Le handi exemple? Bah, par exemple, le handicap, moteur en France a été testé. On voit une différence, en termes de taux de réponse de 17 points de pourcentage en défaveur du candidat en situation de handicap. Le handicap visuel également, est pénalisé dans l'accès à l'emploi et également on a aussi des preuves, en raison du handicap, auditif qui pourtant, selon la littérature, est le type de handicap qui serait le moins pénalisant sur le marché du travail. Donc malgré tout, il reste pénalisé alors qu'il est considéré comme étant moins pénalisé que les autres. C'est ça que vous avez Oui. observé? Oui, c'est ça et il y a une méta-analyse qui a été réalisée. C'est une étude qui vise à prendre en compte toutes les, recherches sur un sujet, donc là sur la discrimination notamment, en raison du handicap et qui a visé à faire ressortir un résultat global à l'aide de méthodes statistiques qui a montré que globalement, et bien, un candidat, à l'emploi en situation de handicap a 41 de chances en moins, d'obtenir une réponse positive de la part, du recruteur. Toutes choses égales par ailleurs, donc en contrôlant, toutes les autres caractéristiques qui pourraient expliquer, cette différence de traitement. D'accord, donc ça, c'est sur la phase, recrutement, donc la méthode, testing semble assez, frappante dans ce qu'elle permet de donner à voir et sur la phase, plutôt en cours d'emploi, qu'est-ce que vous avez pu observer, Et bah, sur la précisément? phase, en cours d'emploi, on observe, la même chose finalement, encore des discriminations, même lorsque la personne en situation de handicap est en emploi. C'est surtout la discrimination salariale, hein, qui a été, évaluée et on observe, une différence de salaire, statistiquement significative entre, les travailleurs handicapés et les travailleurs non handicapés. Mais on arrive à faire ressortir finalement, des profils, hein, des profils, d'entreprises, et même de personnes en situation de handicap qui sont plus discriminantes ou pour les personnes en situation de handicap qui sont plus discriminés. Si je peux développer un Oui, peu ce justement, point. voilà, j'aimerais qu'on s'arrête en effet sur ces profils à la fois des entreprises, des personnes, peut-être des secteurs aussi, peut-être là, une OK. petite, vision, plus approfondie. Eh ben, je vais essayer de découper mon propos en 2. Déjà, on va s'intéresser à la discrimination dans l'accès à l'emploi. On voit que, concernant la discrimination dans l'accès à l'emploi, certains métiers sont davantage sujets, à de la discrimination. C'est notamment le cas, selon la littérature, des métiers qui sont en contact avec, le public ou avec les clients. Par exemple, le métier de secrétaire réceptionniste ou encore le métier, d'aide-soignant comparativement à d'autres professions. Également, les métiers qui requièrent, du travail en équipe. Hem, donc là, c'est plutôt pour le profil, métier. On observe également, une population en situation de handicap qui est davantage, sujette à une différence de traitement dans l'accès à l'emploi. C'est notamment le cas des femmes qui, dans de nombreuses études, on arrive à le montrer, hein, qui, subissent finalement une double pénalité, leur sexe, et leur, heu, handicap. Parfois, on passe vraiment, du simple, au double en termes de taux de réponse entre les femmes en situation de handicap et les hommes en situation de handicap. Et par ailleurs, même au sein des différents types de handicap, on observe une différence de traitement. Les personnes en situation de handicap mental sont davantage discriminées dans l'accès à l'emploi que les personnes en situation de handicap physique. Et parmi les personnes ayant un handicap physique, c'est davantage le handicap, visuel et le handicap moteur qui seraient, les plus pénalisés, par exemple comparativement au handicap, auditif, même si celui-ci, reste, reste lésé. Et étrangement aussi, on observe que, les travailleurs en situation de handicap, ou en tout cas les personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi et qui sont qualifiées, sont plus pénalisées, que, les personnes qui sont moins qualifiées. Donc si on envoie 2 candidatures, par exemple fictives, la candidature d'une personne sans handicap et la candidature d'une personne en situation de handicap, hem si ces 2 personnes-là sont qualifiées,
l'écart de taux de réponse entre les deux sera plus important que si elles ne sont pas qualifiées. Et comment vous l'expliquez ça, par exemple? Pourquoi cette Alors, pénalisation, concernant les alors personnes qualifiées? Il y a eh ben, je n'aurais pas, d'éléments là, comme ça à chaud, à vous donner, mais en tout cas, oui, c'est vraiment, les personnes qualifiées sont plus lésées que les personnes, peu qualifiées. Et aussi, on observe un profil, il y a des types d'entreprises aussi qui ressortent, hein, une discrimination un peu plus importante, dans les entreprises, relevant du secteur privé que, dans le secteur public. Alors là, par exemple, ça pourrait s'expliquer, par, des modes de recrutement différents dans le secteur public ou encore, par exemple, un devoir d'exemplarité de l'État ou une culture peut-être, de diversité, différente. Également, une discrimination plus importante cette fois-ci dans les petites entreprises comparativement aux grandes entreprises. Et là, ça pourrait s'expliquer par voilà, par des moyens différents dans les grandes entreprises qui pourraient davantage être, en capacité de d'adapter, par exemple, les postes de travail, même si même dans les petites entreprises, on peut avoir des aides financières. Également par par la crainte de devoir payer dans les grandes entreprises, le la enfin, par la crainte de devoir payer dans les grandes entreprises, finalement, une contribution en cas de non-respect, par exemple, du quota d'emploi de travailleurs handicapés si les entreprises ont plus de 20 salariés. D'accord, donc ce que ça donne à voir, c'est que, voilà, il y a des discriminations, mais qu'elles sont pas forcément homogènes s'agissant, le type de handicap, le type de métier, la taille de l'entreprise et Oui. voilà les donc ce qui est testé, c'est vraiment un peu, spécifiquement c'est ça, à chaque fois par métier, par type de handicap quand vous faites ce type de travaux d'observation? Oui, quand on fait ce type de travaux, en fait, on essaye de tester, par exemple, avec la méthode du testing, 2 ou plus, enfin plusieurs professions et de comparer l'ampleur de la discrimination selon ces professions ou plusieurs types de handicap et on essaye, finalement de comparer, l'ampleur de la discrimination selon le type de handicap. Donc à chaque fois, on va avoir, une référence et on va comparer, les taux de réponse à ces références. D'accord et du coup, là, en termes de temporalité, en longue durée, enfin, les observations, ça reste stable ou on voit qu'il y a un peu une évolution là, sur, ces processus discriminatoires observés? Enfin, est-ce qu'on a Parce un peu de qu'il recul? Ce qui est difficile, en fait, avec la méthode du tasting, c'est que, même si elle nous permet, d'objectiver la discrimination, dans un champ précis de la discrimination, dans un champ précis, pardon, à chaque fois, c'est de la discrimination qui est propre à un secteur d'activité, à une période donnée. Donc c'est assez difficile de comparer finalement, les études entre elles. Mais, bon, dans tous les cas, on observe que, depuis les années 90, depuis qu'il y a des testings sont réalisés sur le handicap, les discriminations restent, très présentes dans l'accès à l'emploi. D'accord, donc ça reste un peu, quelque chose Elle de elle reste systémique en malheureusement, effet. constant, ouais, d'accord et alors peut-être aussi, puisqu'on a vu que là, qu'il y a quand même c'était pas forcément la même chose par type de handicap, on peut aussi se poser la question, est-ce que le handicap par rapport à d'autres, motifs de discrimination, il y a des choses aussi à observer? Par exemple, l'origine, la résidence, quand on habite en quartier prioritaire, le genre et cetera, l'âge. Est-ce que là aussi il y a des choses un peu, significatives en termes d'observation entre Oui, handicap et autres critères, autres motifs? oui, oui, oui. Il y a une étude qui a été menée en France, qui a été publiée en 2022, à laquelle j'ai eu la chance de prendre part, qui, a montré en Île-de-France que, si on compare, le critère du handicap auditif, à d'autres critères de potentiel de discrimination les plus communs, donc l'origine, le lieu de résidence, le fait de résider dans un quartier prioritaire de la ville et le genre, et ben, l'ampleur de la discrimination fondée sur le handicap auditif était similaire à celle en raison de l'origine maghrébine dans la profession de responsable administratif, qui est une profession sans contact. Et que, étrangement, cette discrimination était, 2 fois plus importante dans la profession d'aide-soignante, la deuxième qu'on a testée, en raison de l'origine qu'en raison du handicap auditif. Et par ailleurs, on n'a pas été en capacité de montrer on n'a pas pu montrer avec cette étude l'existence de discrimination fondée sur, le sexe ou encore selon le lieu de résidence. Donc finalement, le handicap auditif dans cette étude, est, autant discriminé que l'origine, voire 2 fois moins. Mais est beaucoup plus pénalisant que, le genre, et le lieu de résidence. D'accord, donc ça là aussi, ça varie en fonction aussi, voilà, du type de métier Oui, exercé, oui.
D'accord, mais ça reste quand même un des premiers motifs de discrimination. Enfin, par rapport aux autres, est-ce qu'on Eh ben, on a un peu par rapport aux autres, oui, complètement, handicap, auditif beaucoup plus enfin, clairement plus discriminé que le genre et le lieu de résidence et d'ampleur similaire ou un peu moins important que l'origine. Après, il y a pas d'autres études qui ont été menées visant à comparer, le critère du handicap, par exemple, à l'âge, ou encore, au fait d'être, par exemple, enceinte. D'autres études ont comparé, ces critères de discrimination entre eux, mais pas le handicap avec ces critères de discrimination. d'accord. Donc on voit quand même que là, une observation qui semble montrer, une grande, prégnance quand même de ces processus discriminatoires dans plusieurs situations, dans plusieurs, métiers, et plusieurs types de handicap. Et donc, comme vous le disiez, Naomi, c'est d'autant plus, un peu paradoxal qu'on a quand même aujourd'hui des outils, une des obligations légales, un corpus juridique très développé. Donc, ça interroge. Mais alors du coup, quels seraient les quand même pour, terminer de manière un peu, positive sur votre, propos, quels seraient les leviers d'action qu'on pourrait identifier pour agir sur ces processus discriminatoires? Il semblerait qu'il soit nécessaire de développer davantage des actions non monétaires et en particulier des actions de sensibilisation au handicap et à la non-discrimination, en entreprise. Il y a de nombreuses études qualitatives finalement qui, ont montré que, lorsque, les employeurs étaient, interrogés, leur, réponse montrait qu'il y avait un manque de connaissances sur la législation et en particulier, sur, la législation, antidiscrimination, que ce soit en France ou également à l'étranger, mais également encore de nombreux stéréotypes sur les capacités productives des personnes en situation de handicap et également, des, stéréotypes sur la capacité d'intégration sociale, au sein de l'entreprise des, travailleurs en situation de handicap. Donc je pense qu'il est vraiment nécessaire d'essayer de mettre à mal finalement, ces préjugés, hein, et comme je vous l'ai dit, parfois, des employeurs vont être, discriminants, mais cette discrimination n'est pas forcément conscientisée. Donc je pense qu'il faut tout simplement au moins, développer, les connaissances sur le handicap et sur la nécessité d'améliorer, enfin d'intégrer davantage, cette population-là, en emploi et en particulier, les employeurs auraient tout à y gagner, notamment pour, avoir, un vivier de talent, plus important, comme je le disais tout à l'heure, développer leur culture, leur culture RSE ou encore même, par exemple, pour, que leurs collaborateurs, les travailleurs qui sont déjà en situation de handicap dans leur entreprise, sachent que si demain il leur arrive quelque chose, si demain ils viennent à être en situation de handicap, ils peuvent, sans difficulté, le signaler à l'employeur pour pouvoir bénéficier, des aménagements raisonnables si cette entreprise est justement, assez, suffisamment inclusive et ne pas avoir à surcompenser leur handicap et pouvoir vraiment, développer toute leur, potentialité. Donc pour pouvoir, mettre en place ces actions de sensibilisation, je pense qu'on pourrait, travailler sur 2 leviers, notamment des actions de communication, mais également de formation et je pense que là, il est vraiment important que ces formations soient accessibles, notamment financièrement, mais pour toutes les entreprises et pas que accessibles, aux entreprises de plus de 300 salariés, hein, qui ont l'obligation depuis la loi du 27 janvier 2017, de, mettre en place des formations à la non-discrimination pour leurs collaborateurs en charge du recrutement et je pense qu'il est également important de sensibiliser et de donner accès à ces formations, non pas que à ses collaborateurs, mais également, aux salariés qui vont eux-mêmes être aussi en interaction avec, des travailleurs en situation de handicap et j'irai même encore plus loin, je pense que c'est même avant le marché du travail qu'il faut, améliorer, la connaissance du handicap, notamment, à l'université dans le système éducatif pour que, les futurs collaborateurs de demain, aient, toutes les connaissances nécessaires pour, être les plus inclusifs possibles. Et en dehors de ces actions de sensibilisation, je pense qu'il faut également renforcer les sanctions, hein, puisqu'on voit que malgré les mesures coercitives, malgré notamment la loi antidiscrimination, qui en cas de non-respect va faire l'objet de sanctions, heu, il reste encore des discriminations. On a montré qu'elle était systémique et que malgré la présence, par exemple, d'un quota d'emploi de travailleurs en situation de handicap, il restait encore de la discrimination. Donc je pense qu'il faut renforcer les sanctions et notamment si on se penche sur la façon dont est, mesuré le quota d'emploi de travailleurs en situation de handicap, il ne prend pas en compte le chiffre d'affaires,
des entreprises. Donc, il est fort possible que finalement, les entreprises très importantes, finalement, aient moins d'incitation à embaucher des travailleurs en situation de handicap, par exemple. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment jouer sur les sanctions et les actions, surtout de sensibilisation en amont. Merci beaucoup. Oui, donc c'est vraiment intéressant, hein, puisqu'on voit là quand même que parce que ce que vous dites, hein, c'est d'abord cette méconnaissance, hein, à la fois, voilà, méconnaissance voilà, des personnes en situation de handicap et aussi des ressources qui pourraient, être mobilisées pour pouvoir, recruter ou maintenir une personne en situation de handicap. Et puis aussi, vous avez parlé de stéréotypes, hein, donc ce stigma du handicap, cette présomption d'incompétence dont nous parlait aussi, Sandra Roumani tout à l'heure. Donc on voit que là, il y a donc ce levier de la sensibilisation, de la formation de tous les acteurs. C'est un peu aussi l'objectif de ce premier webinaire, hein, parmi d'autres, hein, de donner à voir déjà avec un peu, cet éclairage sur le sujet. Mais il y a vraiment, oui, en effet, cet enjeu de sensibiliser et de former. Et puis bon, là, l'autre levier plutôt corollaire de l'obligation, le volet sanction. Donc ça, peut-être on pourrait être amené à en discuter, pas forcément ce matin, mais c'est peut-être en effet, à réfléchir. Merci Naomi. Je ne sais pas s'il y a des questions, David, dans le chat. Je pense qu'il y avait peut-être Il y je te avait laisse. quelques questions, mais auxquelles j'ai pu répondre directement, qui étaient surtout sur où trouver les ressources. Et donc, pour préciser, on donnera tout un tas de ressources et de sources sur les contenus de la conférence tout à la fin dans la fenêtre de conversation. Voilà. Voilà. Et en particulier, donc on va remettre les liens vers les articles de Naomi, Mahmoudi et de ses collègues universitaires, pour que vous puissiez aller plus loin, à partir de ce qu'elle a pu, développer, ce matin. Oui, et si je peux juste me Oui, permettre une dernière petite allez-y, précision je pour vous en finir quand prie, même je vous sur en prie, Naomi. une note positive. Par exemple, lorsqu'on met en place la méthode du testing, où là, on va envoyer des candidatures fictives à l'emploi, bien évidemment, toutes les entreprises ne sont pas discriminantes et certaines entreprises même vont favoriser la candidature de candidats en situation de handicap, hein. Il y a quand même un écart de taux de réponse entre candidats en situation de handicap et candidats non handicapés, mais bien évidemment, toutes les entreprises ne sont pas discriminantes et fort heureusement. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, c'est bien de le souligner. D'ailleurs, on va l'explorer tout à l'heure, puisqu'on a une entreprise parmi nous qui va vraiment nous dire qu'il y a des entreprises qui s'engagent sur le sujet et voilà, que le sujet est bien repéré et qu'il y a des choses assez inspirantes qui peuvent se faire. Alors, maintenant qu'on a posé un peu l'état des lieux, le cadre en termes d'observation du phénomène, on va s'arrêter sur les aspects juridiques parce que c'est vrai que, comme on l'a un petit peu dit là avec Naomi Mahmoudi, il y a un cadre légal, hein, qui est très conséquent et qui a été progressivement mis en place en France depuis les années 2000. Donc, on passe à cette séquence sur ce cadre juridique avec, Antoinette Nsimba qui est chef de projet juridique Handi-droit au sein, d'APF France Handicap. Et donc l'intervention d'Antoinette va nous permettre de mieux appréhender ces aspects juridiques avec à la fois, les notions, hein, en droit, les obligations qu'ont les entreprises. On a parlé de sanctions aussi tout à l'heure, donc on va un peu les appréhender. On va faire un petit focus sur la notion d'aménagement raisonnable qui est très structurante quand on parle de discrimination, rencontrée par les personnes en situation de handicap dans la sphère professionnelle. Et puis, on identifiera les ressources et les acteurs clés, dont le défenseur des droits. Donc merci beaucoup Antoinette, pour, votre intervention. Donc, on vous laisse, aussi diffuser un PowerPoint. Merci, bonjour à tous. Déjà, je vous remercie de me permettre justement de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc, concernant donc, les discriminations dans l'emploi en raison du handicap, dans un premier temps, je voudrais déjà faire un petit rappel un peu des constats que j'ai pu remarquer dans le cadre de mon activité professionnelle où je suis amenée à traiter de nombreuses demandes de personnes en situation de handicap. Et donc, comme cela a été dit précédemment par Carole Thaler, justement, donc le handicap, c'est le premier motif de saisine du défenseur des droits, donc avec 36% des saisines qui sont liées à la situation de handicap. Et
moi, j'ai pu constater avec de nombreux exemples de situations concrètes qu'effectivement, les personnes en situation de handicap rencontraient de nombreuses difficultés, que ce soit dans l'accès à l'emploi ou même une fois qu'elles sont d'ores et déjà salariées ou fonctionnaires, par exemple. Maintenant, comme cela a été dit également, depuis les années 2000, il y a un arsenal législatif qui a été mis en place. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait moins de discrimination directe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les discriminations ont disparu, mais je pense qu'il y a aussi une évolution quand même des mentalités où les personnes prennent conscience que on ne peut pas justement avoir un rapport frontal avec les personnes et qu'on ne peut pas les rejeter en raison de leur situation de handicap. Et il y a aussi un souci, notamment des entreprises, d'améliorer justement la qualité de travail des salariés qu'elles peuvent avoir. Et aussi, c'est une question aussi d'image aussi pour elles. C'est-à-dire qu'une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui a une image un peu plus dynamique. Et donc, toutes ces choses-là aussi permettent d'avoir une amélioration sur le volet des discriminations directes. Ce que j'ai pu constater, c'est que les difficultés qu'on peut avoir vont être essentiellement sur des discriminations indirectes, donc beaucoup plus insidieuses. Et là-dessus, c'est plus compliqué pour les personnes parce que c'est assez subtil. Donc, je pense notamment aux situations où on va avoir des difficultés par rapport à la mise en place de certaines préconisations du médecin du travail notamment. Déjà, on va aussi un peu revenir donc, sur la définition de la discrimination. Donc, il y a 3 éléments en droit pour pouvoir déclarer qu'une situation est discriminante. Donc, le premier point, c'est qu'il faut qu'il y ait une inégalité de traitement qui soit injustifiée. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, il faut également qu'il y ait une inégalité qui soit fondée sur un critère prohibé par la loi, donc notamment le handicap ou la situation de handicap. Et enfin, il faut qu'il y ait une inégalité dans un domaine déterminé par la loi. Donc là, par exemple, l'emploi. Donc, le simple fait qu'il y ait une inégalité de traitement, ce n'est pas forcément synonyme de discrimination. Par exemple, il y a certains emplois, par exemple, si vous voulez devenir policier, par exemple, il peut y avoir des critères liés à la taille. Tant que c'est justifié dans la législation, eh ben, ça ne sera pas forcément considéré comme une discrimination. Ensuite, c'est bien spécifié, donc le handicap ou l'état de santé, c'est un critère discriminant. Et enfin, l'emploi, c'est un des domaines concernés. Par exemple, dans la vie privée, par exemple, dans les relations amicales, le fait de traiter différemment les personnes n'est pas considéré comme étant une discrimination. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut rencontrer des difficultés, c'est que la terminologie et les critères légaux de discrimination ne correspondent pas toujours au ressenti des personnes. Donc, il y a un côté un peu plus strict en droit par rapport aux situations que peuvent subir les personnes malheureusement. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et enfin, il y a plusieurs types de discrimination. Donc, comme je le disais dans mon propos introductif, il y a la notion de discrimination directe et la notion de discrimination indirecte. Donc, ces deux notions sont présentées donc, dans la loi du 27 mai 2008 qui présente bien les deux cas de figure. Donc, une discrimination directe, ça va être une discrimination où il y a vraiment une intention de la personne de traiter différemment une personne en raison, là, dans notre situation, du handicap ou de l'état de santé. Donc, par exemple, si on a une offre d'emploi qui précise explicitement que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas postuler, et ben là, c'est une discrimination indirecte. Dans les faits, c'est rare, en tout cas dans les demandes que j'ai pu traiter, c'est assez rare qu'on ait ce genre de situation. Par contre, les discriminations indirectes sont beaucoup plus nombreuses. Donc, une discrimination indirecte, ça peut être une pratique qui a une apparence neutre, mais qui est susceptible d'entraîner un effet défavorable pour une personne
en raison d'un critère prohibé, donc ici le handicap, et qui ne sera pas justifié par un objectif légitime. Il faut aussi démontrer que justement la personne en face n'a pas mis en place tous les dispositifs qui auraient permis à la personne de pouvoir accéder à un service, à un maintien dans l'emploi notamment. Donc là, je vous donne un exemple réel, pour le coup, sur l'interdiction, par exemple, des chiens dans des locaux d'entreprise. Ça peut avoir une apparence neutre en se disant que c'est une règle qui s'applique à tous. Donc, a priori, il n'y a pas un traitement différencié entre les salariés de l'entreprise. Sauf que si on a des employés qui sont aveugles ou malvoyants notamment, ça peut avoir une incidence négative pour eux. Et pour rappel, on ne peut pas interdire l'accès à des locaux à des personnes qui ont besoin d'un chien guide notamment. Donc ça a été prohibé. Et puis, il y a eu de nombreuses affaires médiatiques notamment sur ce sujet. Mais c'est des choses qui reviennent assez souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie sur le sujet parce qu'il y a énormément de personnes qui sont confrontées à cette situation. Ensuite, comme cela a été dit, il y a un certain nombre de sanctions en cas de discrimination dans l'emploi en raison du handicap. Donc il faut distinguer deux choses, donc la faute civile et l'infraction pénale. Disons qu'il est plus facile de caractériser une discrimination sur le volet civil que sur le volet pénal, puisque les critères sont beaucoup plus stricts sur le volet pénal. Donc, concernant la faute civile, en gros, c'est les 3 points que je vous avais présentés initialement. Dès lors que j'ai un traitement inégalitaire injustifié sur le fondement du handicap ou de l'état de santé, ça peut rentrer dans le périmètre d'une discrimination au sens civil. Au niveau des sanctions, donc ça peut être le paiement de dommages et intérêts. Ensuite, au niveau de la charge de la preuve, en tout cas, la personne qui se présente comme étant victime d'une discrimination, comment dirais-je, va indiquer les différents éléments qu'elle a en sa possession, mais c'est vraiment l'employeur qui devra démontrer qu'il n'a pas discriminé la personne. Donc, si vous voulez, il y a un renversement de la charge de la preuve pour justement faciliter aussi la prise en compte de la parole des victimes. Et donc, c'est pour ça que sur le volet civil, c'est quand même un peu plus simple de pouvoir démontrer une discrimination. Et bien entendu, je vous ai replacé donc les fondements légaux. Donc, on a une directive européenne qui a été transposée en 2008, dans la fameuse loi du 27 mai 2008. Et on a également des dispositions dans le Code du travail, donc les articles L132-1 et suivants du Code du travail. Et on a l'équivalent également dans le Code général de la fonction publique. S'agissant maintenant du volet pénal, donc là, vraiment, les critères sont beaucoup plus stricts. Il faut qu'il y ait un refus d'embauche, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait un licenciement, ou bien le fait, par exemple, de subordonner une offre d'emploi ou une demande de stage ou une période de formation à une condition fondée sur un critère discriminant, notamment le handicap ou l'état de santé. Et là, la sanction, elle est assez sévère puisque c'est 2 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et là, pour le coup, ce qui est compliqué, c'est que la charge de la preuve relève donc du salarié. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées à défendre. Et donc, les fondements légaux, donc c'est les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal. Vous pouvez avoir des situations où la discrimination va correspondre à la fois à une infraction pénale et à une faute civile. Et dans ce cas-là, la personne, elle pourra non seulement, la victime pourra bénéficier non seulement de dommages et intérêts, mais aussi l'auteur des faits sera sanctionné par une amende de 45 000 € et 2 ans d'emprisonnement. Ou vous pouvez avoir des situations où il y aura exclusivement la faute civile qui sera reconnue.
Après, c'est plus rare qu'il y ait une personne qui choisisse uniquement la sanction pénale, parce que généralement, s'il y a une infraction pénale, ben, sur le volet civil aussi, ça sera assez simple de pouvoir obtenir gain de cause. Ensuite, il y a également d'autres sanctions, c'est-à-dire dans le cas où, par exemple, une personne qui aurait été victime de discrimination est licenciée, et qu'on a une reconnaissance du caractère discriminatoire de ce licenciement, il peut y avoir justement la nullité de ce licenciement, avec possibilité obligation même, pardon, de réintégration du salarié. Et lorsque ce n'est pas possible, il peut y avoir aussi le versement d'une indemnité qui correspond à au moins 6 mois de salaire. Et tout ceci est précisé donc à l'article 1134-4 du Code du travail. Donc ça, c'est ce qui concerne les sanctions. Maintenant, je vais également faire un focus sur les autres obligations qui existent par rapport aux entreprises. Donc déjà, comme cela a été dit, c'est bien qu'il y ait un arsenal législatif avec des sanctions, mais encore une fois, la pédagogie, c'est important parce que l'idée, c'est quand même d'éviter qu'on en arrive jusqu'au contentieux dans la mesure du possible et de faire en sorte de faciliter l'accès et le maintien des personnes. Donc, dans ce cadre-là, il y a justement une obligation de formation des entreprises à la non-discrimination. Donc, ça a été présenté dans la loi Égalité-Citoyenneté du 27 janvier 2017. C'est une obligation qui concerne exclusivement, donc pour l'instant, les entreprises de plus de 300 salariés. Et l'idée, c'est vraiment de lutter contre les différents préjugés qu'on peut avoir, d'informer les personnes sur le handicap notamment, par exemple, et d'essayer justement d'améliorer la qualité de vie au sein de l'entreprise. Et ça, c'est une formation qui doit être proposée aux salariés au moins tous les 5 ans. Et par contre, le côté un peu malheureusement, au niveau de l'obligation de cette formation, c'est qu'il n'y a pas de sanction. C'est-à-dire que si une entreprise ne propose pas ces formations, il n'y a pas de sanction. Donc, peut-être qu'il y aura des avancées sur ce point et qu'on pourra peut-être dans le futur proposer également ces formations à des entreprises de moins de 300 salariés parce que bon, ben, l'idée, c'est vraiment de changer les mentalités dans toutes les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'était une première obligation. Ensuite, donc le point qui est vraiment le point de contentieux récurrent dans les demandes que je suis amenée à traiter, c'est l'obligation d'aménagement raisonnable. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Donc, déjà, pour revenir sur la notion d'aménagement raisonnable, il y a 2 conditions cumulatives à remplir. Donc déjà, il faut que l'employeur prenne des mesures qui soient nécessaires et appropriées. Donc, c'est toutes les mesures qui vont permettre à la personne en situation de handicap d'accéder à un emploi, de conserver son emploi et de pouvoir progresser aussi, parce que ça, c'est important de ne pas se retrouver avec des personnes en situation de handicap qui n'évoluent pas au sein de l'entreprise. Donc, la progression, c'est vraiment un point très important. Et le fait de pouvoir proposer également aux salariés en situation de handicap des formations adaptées à leurs besoins. Deuxième condition, pour qu'on considère qu'un aménagement est raisonnable, il ne faut pas justement qu'il occasionne des charges disproportionnées pour l'entreprise. Donc l'idée, c'est que l'entreprise puisse vraiment essayer de solliciter l'ensemble des aides à sa disposition qui lui permettraient de justement financer des aménagements. Et sur ce point-là, je vois trop souvent des situations où les entreprises vont juste se contenter de dire bon ben voilà, le coût de l'aménagement de poste est de tel montant, nous n'avons pas le budget, et de dire bon ben l'aménagement raisonnable ici n'est pas possible. C'est beaucoup plus complexe que ça, puisque déjà en fait on a un arsenal d'aides
qui existent, hein. Je pense notamment aux aides de la GFIP. Donc, il faut vraiment que l'employeur démontre qu'il a sollicité l'ensemble des interlocuteurs qui sont susceptibles de l'aider, qu'il a également utilisé, par exemple, ses fonds propres. Et au niveau des aides, ce n'est pas uniquement les aides de la GFIP, ça peut être également les aides d'autres pouvoirs publics dans le maillage territorial où se trouve l'entreprise. Donc, c'est vraiment démontrer qu'on a vraiment recherché tous les moyens pour pouvoir permettre un aménagement de poste. Et il faudrait également démontrer que malgré tout ça, eh ben, on n'a pas été en mesure de le financer, ce qui rend la chose quand même beaucoup plus compliquée. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on a une volonté d'aménager le poste. Et c'est la raison pour laquelle on parle vraiment d'obligation de moyens renforcés pour l'employeur. Donc, il doit montrer vraiment que soit la mesure d'aménagement n'est pas appropriée, soit qu'il a sollicité toutes les aides et que même comme ça ne couvre pas les dépenses pour permettre cet aménagement. Et si justement le refus de l'employeur n'est pas suffisamment motivé, on considère qu'il s'agit d'une discrimination. Donc c'est pour ça que vraiment l'employeur doit vraiment faire très attention lorsque il refuse un aménagement et de vraiment étayer son refus. Et comme d'habitude, je vous ai bien mis sur la slide les fondements légaux qui encadrent justement l'aménagement raisonnable. Et en parlant justement de refus d'aménagement de poste, je tenais également à vous présenter une situation qu'on a eu à traiter au sein d'APF France Handicap, donc avec un témoignage. Donc là, on a la situation d'une personne qui est reconnue travailleur handicapé. Donc, je suis reconnue travailleur handicapé. Il y a quelques mois, le médecin du travail a émis certaines recommandations d'adaptation de poste afin que je puisse continuer à exercer mes missions professionnelles. Cependant, ma direction refuse de mettre en place ces aménagements qui concernent notamment l'aménagement de mon temps de travail et l'achat de quelques équipements adaptés. La direction indique que ces aménagements sont trop coûteux. J'aurais aimé avoir quelques informations, s'il vous plaît, à propos des obligations d'aménagement de poste et quelles démarches je pourrais faire pour que les aménagements de poste recommandés par le médecin du travail soient mis en place. Donc ça, c'est une demande qu'on a pu enregistrer donc, sur notre plateforme qui s'appelle HandiDroit. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose de récurrent qui revient en permanence et ce, malgré les textes qui existent. Donc, ça montre bien qu'il faut Oui, communiquer et là-dessus. juste, excuse-moi, Antoinette, justement, il y a une question là-dessus, justement, un participant qui demande dans quel cas, finalement, l'employeur pourrait refuser de mettre en place les préconisations du médecin du travail. Dans les faits, ça serait vraiment très, très compliqué parce que c'est vraiment une obligation de moyens renforcés. Parce que déjà, il n'y a que le médecin du travail qui est compétent pour pouvoir se prononcer sur le caractère approprié ou non d'un aménagement. Donc, ça serait compliqué pour l'employeur de remettre en cause un aménagement qui a été préconisé par le médecin du travail. Il y a des conditions, mais dans les faits, c'est assez complexe. Et en plus de ça, sur le volet recherche d'aide pour le financement d'un aménagement, c'est assez large. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on a utilisé ses fonds propres, qu'on a par exemple sollicité la GFIP, qu'on a regardé également auprès des collectivités territoriales, est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositifs qui existent. Enfin, il faut vraiment avoir un dossier bien étoffé. Et je pense que c'était aussi une volonté du législateur pour justement favoriser l'amélioration des pratiques au sein des entreprises. Donc, dans les faits, ça serait assez compliqué. C'est pas impossible, mais disons que la marge de manœuvre pour l'employeur est assez réduite. Et puis, il y a eu énormément de décisions également du défenseur de droit sur le sujet. Et généralement, les entreprises
sont pas en capacité de démontrer que le refus était motivé. Et pour le coup, il y a vraiment beaucoup de décisions du défenseur des droits sur ce Mmh. sujet-là en particulier. Mais il doit démontrer vraiment qu'il a, essayé de mettre en place tout ce qui était possible en fait, tout et de mobiliser toutes les ressources, hein, Mmh. avant que ça ne constitue une charge disproportionnée, quoi. Donc, C'est c'est vrai ça. que là, Et puis c'est aussi une question de respect pour le salarié en face, déjà en termes d'attitude, de se dire: «Bon, bah, mon employeur a essayé». Le problème qu'on voit souvent, c'est que l'employeur se contente de dire: «Ce n'est pas possible», parce qu'il y a également des préjugés. C'est différent si vous voyez qu'une personne en face de vous vous dit: «Bon, ben, là, vraiment, on a tout mis en place, on avait vraiment la volonté de permettre, hem, l'épanouissement du salarié, mais malheureusement, ce n'est pas possible». Ça, c'est une situation, mais lorsque vraiment il y a même pas d'effort, ben, on a un peu l'impression que le salarié est délaissé et qu'il y a pas vraiment d'intérêt pour son épanouissement au sein de l'entreprise. Donc non seulement légalement, ben, ça pose problème, mais humainement également. Donc ça, OK, c'était pour on l'exemple, avance. concernant le défaut d'aménagement de poste. Et justement, pour en revenir à ce qui peut être fait, au niveau des entreprises, pourquoi est-ce que c'est important, vraiment d'être à l'écoute des besoins des salariés? C'est que déjà, ben, ça leur permet vraiment de se sentir davantage, en confiance. Ça permet aussi de valoriser aussi, ben, les, mmh, les capacités, professionnelles, des salariés en situation de handicap, d'avoir aussi une autre vision, de permettre, à chacun d'être pleinement, citoyen et de pouvoir contribuer. Ça change aussi l'image que peut avoir la personne qui est salariée en situation de handicap, de se dire: «Ben, en fait, j'appartiens véritablement à un collectif et que je suis en capacité, ben, d'apporter». Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet également de favoriser aussi une cohésion d'équipe parce que lorsque les besoins d'aménagement sont remplis, ça facilite les liens avec les collègues, au sein de l'entreprise. Et puis moi, donc, sur le volet, juridique, l'idée aussi, c'est d'éviter, ben, de contrevenir aux obligations légales, hein, d'éviter aussi, les risques, de minimiser du moins les risques psychosociaux. Donc ça, c'est aussi important. Et ça permet également de favoriser la qualité de vie au travail. Donc il y a un aspect légal, mais il y a aussi un aspect, au niveau de l'environnement, qu'on souhaite établir au sein de son entreprise. Et je sais qu'au niveau des entreprises, ben, on parle beaucoup de qualité de vie au travail, on parle beaucoup de RSE. Et tout ça, ça favorise, justement, un environnement de travail sain et puis même en termes d'attractivité aussi, tout simplement pour les entreprises. Une entreprise qui est, inclusive, c'est une entreprise, ben, qui donne une meilleure image d'elle-même et donc potentiellement qui aura aussi davantage de candidatures, de profils différents et tous ces profils différents, ça pourra également enrichir, l'activité de l'entreprise. Donc il faut voir le salarié en situation de handicap comme un atout aussi pour l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser, les besoins, en aménagement, pour ces salariés. Et en plus de ça, ça permet aussi de lutter contre les différents, préjugés, sur le sujet. Faudra aller bientôt à la conclusion, Antoinette, parce que je vois que le temps tourne. Alors justement, sur une note, positive, donc en cas de discrimination, l'idée c'est vraiment d'indiquer aux personnes qu'il y a différents interlocuteurs qui peuvent être, contactés. Donc comme, cela a été dit, il y a le défenseur des droits, qui est un acteur phare. Vous avez également, ben, les services, RH et notamment, avec le référent handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés qui est un interlocuteur qui peut être sollicité. Il y a bien entendu les représentants, syndicaux. Il y a des associations telles que la nôtre, donc APF France Handicap notamment, qui peuvent être sollicitées, s'il y a des personnes qui sont en difficulté. Bien entendu, il y a la possibilité également de porter plainte, donc de s'adresser, soit au commissariat de police ou de gendarmerie. Il y a le conseil, des prud'hommes aussi, et vous avez, également la possibilité de contacter un avocat,
ou sinon un défenseur syndical auprès du Conseil des prud'hommes. Donc ça, c'est uniquement pour les salariés par contre. Donc ça, c'est au niveau des interlocuteurs. Et enfin, au niveau des ressources, donc comme je le disais, il y a un guide emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable qui a été publié par le Défenseur des droits en 2017. Donc vous pourrez accéder sur le lien du guide en cliquant sur la slide. Et au niveau d'APF France Handicap, donc on dispose d'une plateforme qui s'appelle HandiDroit, qui est accessible à l'ensemble de nos adhérents et des professionnels de l'association, où on propose un conseil juridique avec également une bibliothèque de, de documents. Et on a notamment publié un document qui concerne la discrimination dans l'emploi. Donc pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées, en tout cas en adhérant à l'association, il y a également ce service qui est proposé. Et dans les autres ressources aussi, plutôt au niveau de l'accès à l'emploi, il y a des méthodes alternatives, notamment telles que les CV vidéo ou des méthodes de recrutement par simulation aussi, qui peuvent faciliter les choses pour éviter justement les situations de discrimination. Et je tiens à dire que vous retrouverez toutes ces informations également sur le site de la GFIP, si vous voulez davantage de précision. Merci beaucoup, Antoinette. C'est vrai que là, il y a beaucoup de choses et malheureusement, on va pas trop avoir le temps là, puisque je voudrais vraiment qu'on laisse bien le temps, à notre représentant de notre entreprise de pouvoir aussi dérouler, ces bonnes pratiques inspirantes. Mais, j'ai cru comprendre en regardant un peu là dans la conversation que cette notion, oui, d'aménagement raisonnable, jusqu'où va l'obligation, la notion de charge disproportionnée, elle est vraiment, complexe en effet à appréhender. Donc, je pense que ça pourrait faire l'objet, hein, d'une autre séquence, hein, vraiment de se focaliser, sur cette notion, d'aménagement raisonnable. Mais en effet, je pense que déjà, par le guide du défenseur des droits, il y a aussi un cahier de l'AGFIP, hein, on va vous mettre le lien là dans la conversation. Vous pouvez avoir quand même, des ressources, hein, pour mieux appréhender jusqu'où va, votre obligation là en tant qu'employeur, sur, cette, obligation, d'aménagement, raisonnable. Voilà, donc pour, maintenant, au-delà là de l'état des lieux, des obligations juridiques, voilà, de ce contexte parfois un petit peu lourd, il nous a semblé, très intéressant de voir que les entreprises, voulaient, voilà, prendre, à bras-le-corps, ce sujet, de la lutte contre les discriminations rencontrées par les travailleurs en situation de handicap et que on pouvait avoir, des outils, des bonnes pratiques, des choses assez inspirantes. Et donc c'est la raison pour laquelle, nous avons, convié, Fabienne Da Silva, qui est, responsable diversité et inclusion, du groupe Partner, qui va nous dire justement ce qu'a mis en place ce groupe Partner pour justement, enrayer ces processus discriminatoires et progresser, sur le sujet. Merci à vous, Fabienne, d'être présente. Du coup, est-ce que déjà vous pouvez nous dire quelques mots sur, le groupe Partner? Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, le groupe Partner, c'est une entreprise française familiale qui est créée depuis 1952, à l'époque par Philippe Gominet, qui a aujourd'hui transmis l'entreprise à sa fille Aurélie Gominet. On est présent en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg, et on est un acteur des services en ressources humaines. Donc, on propose une offre de service qui est assez large. On part de notre expertise première qui est le travail temporaire, la délégation de personnes qui vont répondre à des besoins plus ou moins courts ou en tout cas sur des contrats longs quand on est par exemple sur de l'accroissement d'activité. On a également des cabinets de recrutement qui s'appellent ID Search qui sont plutôt sur le recrutement middle management. Et puis, on a également un cabinet de recrutement par approche directe qui s'appelle Antenor, qui est spécialisé sur le secteur de la santé. Et on a également un assessment center qui est plutôt chargé de travailler sur l'identification des talents et l'évaluation des potentiels avec la mise en place derrière de parcours de développement sur mesure. Et puis, on répond également aux besoins des entreprises sur le saisonnier, puisqu'on a une marque qui s'appelle Mon Job Saisonnier,
et qui est dédié au travail temporaire saisonnier, comme on peut le connaître dans les campings, dans la viticulture, etc., etc. Partner, c'est un peu plus de 950 salariés permanents, représentés au sein de 270 agences en France et 10 agences à l'international. On délègue chaque année en moyenne à peu près 55 000 salariés intérimaires auprès de plus de 700 700 clients. On a différents engagements qui sont à la fois tournés sur la partie diversité et inclusion, mais plus largement sur ce qui est lié également au sport, au handicap et à la santé, puisque au sein du groupe partenaire, on a une fondation qui va être en charge un petit peu d'accompagner différents projets sur ces différentes thématiques. Et on intervient dans tout type de secteur d'activité, à la fois l'industrie, le BTP, le transport, la logistique et enfin le tertiaire. Merci. Donc du coup, on voit que vous êtes, spécialisée donc dans la détection de ces talents et puis pour aider aussi les entreprises là dans le secteur de l'intérim. Du coup, vous avez développé, une expertise, hein, sous tous ces domaines liés à la diversité et à l'inclusion, parmi lesquels le domaine du handicap. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous avez mis en place, ce que vous avez par exemple déployé auprès de vos agences? Alors, vous proposez par exemple un parcours pour les référents handicap de vos agences et puis vous avez mis aussi en place une offre de conseils et de formation également auprès de vos agences et de vos clients dans le cadre d'un module que vous avez intitulé Recruter sans discriminer. Alors ça fait le lien avec, ce qui a, été présenté, précédemment. Alors en effet, un partenaire, c'est, plus de 300 salariés ou plus de 250 salariés, fonction des différents sujets. Donc en effet, si on répond à la première obligation légale qui est, la thématique recruter sans discriminer, on a en effet un module, qui, est déployé à toute personne entrante au niveau du groupe, qu'elle soit sur des fonctions de chargé de recrutement, de chargé d'affaires ou de responsable d'agence. L'objectif, c'est que tout le monde soit formé à la non-discrimination. Et donc, en effet, un module qui va à la fois permettre des prises de conscience sur les biais cognitifs, mais aussi comment je peux avoir des pratiques de recrutement qui sont objectives et qui vont rentrer dans notre objectif d'être uniquement sur un recrutement qui est basé sur les compétences et sur les aptitudes. Je reviendrai dans un second temps sur ce point. Et puis ensuite, en effet, on a un parcours référent handicap. Alors là, c'est dans nos agences d'emploi. L'objectif, c'est qu'on déploie une formation qui vise à professionnaliser l'accueil et l'accompagnement des candidats qui peuvent être confrontés à une difficulté de santé ou à une situation de handicap qui n'est pas toujours présente sur le CV. Et l'idée, c'est d'avoir des personnes qui sont formées et qui vont être en capacité d'accompagner le candidat ou le salarié intérimaire qui peut être confronté à ces situations. C'est un parcours qu'on déploie avec notre opérateur de compétences Acto et l'AGFIP qui s'appelle Parcours TH. Aujourd'hui, on a à peu près 75 de notre réseau d'agences qui est labellisé. On dit qu'on a des agences handi accueillantes, ce qui nous permet d'avoir un taux de délégation de personnes en situation de handicap de à peu près 2 On est un des acteurs majeurs au niveau des acteurs du travail temporaire et l'objectif, c'est vraiment d'être reconnu comme une référence sur la délégation de personnes en situation de handicap. Et donc, de par la délégation des personnes, on arrive aussi à conseiller nos clients sur ces différents sujets, que ce soit lié à la non-discrimination, puisque aujourd'hui, quand on propose des candidatures, ce n'est pas toujours les RH qui sont nos premiers interlocuteurs. Parfois, c'est directement le directeur du site ou le manager opérationnel qui lui-même est confronté à ses propres préjugés, ses propres biais et du coup peut parfois, de manière non intentionnelle ou indirecte, si je reviens à ce qui a été dit précédemment, discriminer. Donc c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'acteur de l'emploi de voilà, les faire un peu, évoluer dans leur pratique et on Et intervient justement dans ces pratiques, dans ces méthodes-là
pour faire évoluer les procédures de recrutement, vous avez mis en place là une méthode de gaming. Est-ce que vous pouvez un peu développer en quoi ça consiste? Justement de Alors, sortir la de la méthode, logique CV, par exemple? exactement, oui, tout à fait. Alors, en fait, vous parliez des CV. Globalement, il y a plusieurs études qui montrent que les recruteurs passent en moyenne à peu près 6 secondes sur la lecture d'un CV et sur la première impression qui va être faite. Et globalement, entre 30 et 40 secondes si on est sur une lecture plus approfondie. Et donc, en effet, quand il y a des ruptures de parcours, quand il y a eu des difficultés de santé qui ont créé des périodes d'inactivité, on sait que globalement, il y a un premier filtre qui fait que le classement se fait à la verticale sur le CV. Donc, on a cherché à travailler sur des process qui permettent vraiment d'aller identifier des compétences comportementales. Et donc, on a développé le recrutement par le jeu dans l'objectif de se détacher du CV et vraiment d'aller identifier ses compétences ou ses aptitudes. Alors après, on utilise différents jeux. L'objectif, c'est d'être sur un processus qui va être plus interactif, qui va être engageant et qui va permettre de révéler les potentiels des candidats. Alors, quand on parle des compétences comportementales ou des aptitudes, ça va être sur la compréhension des consignes, la dextérité, la minutie, l'adaptabilité, l'esprit d'équipe, le sens du service. Voilà, fonction un petit peu des environnements de travail, du secteur d'activité ou de la qualification qu'on vise. Voilà, on va chercher certaines de ces compétences comportementales et on va du coup travailler sur ce recrutement par le jeu. On a plusieurs actions qui ont été réalisées là au cours des dernières années. Il y en a une qui s'est déroulée encore en début de semaine. Là, on était dans le secteur de l'agroalimentaire sur la région des Hauts-de-France. Se déploie, j'allais dire vraiment au national. Il y a 45 candidats qui ont participé à ce recrutement par le jeu, avec différents jeux sur de la dextérité, sur de l'adresse, sur de la sécurité aussi, parce qu'on est un groupe assez engagé sur la sécurité, que ce soit au niveau de la prise de poste ou dans la délégation. Donc voilà, c'était de travailler de manière ludique, d'une manière aussi innovante qui permet de casser les filtres du CV et d'aller finalement vraiment révéler les soft skills des candidats. Et derrière, on a dès la semaine prochaine des candidats qui vont démarrer une prise de poste. Et ça permet à la fois d'élargir le scope côté candidat et ça permet aussi de diversifier les profils puisque ça permet pour nous d'avoir à la fois des candidats en situation de handicap, à la fois des publics féminins qui vont se diriger sur certains métiers qui n'auraient pas forcément été un premier métier sur lequel elles se seraient dirigées parce qu'elles ont leur propre représentation ou autocensure sur un métier. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une vraie diversité des profils. Et nos clients sont du coup aujourd'hui assez demandeurs de cette technique de recrutement par le jeu parce que ça leur permet de capter des candidats, des talents qu'elles n'auraient pas forcément captés sur la mise en ligne d'une offre de manière assez simple. Classique, quoi, ouais. Exactement. D'accord, donc c'est vraiment très, très intéressant du coup là pour, voilà, dépasser un peu tous les biais et puis élargir les horizons, des potentiels, et des, de personnes à recruter. Alors vous avez aussi, mis en place, donc je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler, des testings aussi vous-même, auprès, de vos agences pour, un peu tester justement la manière dont elles répondent à des demandes, potentiellement discriminatoires de leurs clients et voilà, un peu les accompagner, là-dessus. Donc, si vous pouvez nous dire, quelques mots sur ces testings et qu'est-ce qu'ils permettent d'observer, et de faire évoluer du coup par la suite? Puisque c'est quand même l'objectif, on imagine. Exactement, c'est l'objectif. Globalement, au sein de Partner, les sujets diversité, inclusion, handicap, c'est pas le seul fruit des obligations légales. Il y a certes un contexte légal. Après, c'est des thématiques qui font vraiment partie de notre ADN. Je parlais de Philippe Gominet, je parle également au nom de notre présidente Aurélie Gobinet. C'est vraiment aujourd'hui des sujets sur lesquels on a de vraies actions
Et notre volonté, c'est vraiment aujourd'hui d'être reconnu comme un acteur de référence de l'emploi pour toutes et pour tous, quelle que soit finalement sa singularité. Donc, que ce soit le handicap, mais que ce soit, tout à l'heure, on parlait des personnes qui habitent les quartiers prioritaires, que ce soit les publics féminins qui vont être accompagnés sur des métiers sur lesquels elles ne se seraient pas forcément projetées. Donc voilà, travailler sur ces différents sujets. Et donc, dans le cadre de notre parcours d'intégration, tout nouvel entrant suit un parcours avec le module recruter sans discriminer, avec le parcours de référent handicap. Et on a souhaité aller plus loin. Ça date des années 2020. On a commencé par rédiger une charte égalité de traitement et non-discrimination qui fait le lien avec l'ensemble de nos engagements, que ce soit vis-à-vis de notre organisation, vis-à-vis de nos salariés permanents. Les engagements qu'on prend vis-à-vis des candidats et des salariés intérimaires, mais aussi vis-à-vis de nos clients. Et dans cette charte, c'est aussi informer nos clients sur les obligations légales, mais aussi sur nos propres engagements et j'allais dire, d'avoir intégré le fait que si on est sur des clients qui sont discriminatoires, eh bien, on rompt la relation commerciale et on arrête de travailler avec eux. Et ça s'est déjà produit avec certains clients. Et puis, on a souhaité aller encore à un step plus haut. On travaille aujourd'hui avec un prestataire externe qui va réaliser ce qu'on appelle des appels mystères, des enquêtes sous forme de testing. Et là, c'est pour identifier comment nos agences sont en capacité de refuser la commande discriminatoire d'entreprises utilisatrices. Et on est comme ça sur différents critères qui sont testés, et notamment le critère du handicap. Et voilà, c'est ce qui nous permet d'aller identifier si aujourd'hui nos agences, elles sont en pleine capacité de réfuter les demandes discriminatoires, qui sont parfois conscientes ou même parfois inconscientes. On a parfois des clients qui vont nous dire, voilà, moi je recherche une personne avec une bonne condition physique. Non, alors la condition physique, ça renvoie à l'état de santé. On n'est pas habilité, ce n'est pas un critère objectif. Mais voilà, parfois, sur des situations, on a encore aujourd'hui des clients qui ne prennent pas conscience qu'ils sont sur une demande discriminatoire. Et donc là, voilà, on travaille avec ce prestataire dans l'objectif d'être sur une démarche constructive. L'objectif, ce n'est pas de flécher les agences qui n'ont pas été en capacité de dire non à la demande discriminatoire, mais c'est du coup plutôt derrière de nous guider sur des actions qu'on va mener avec les agences dans l'objectif vraiment de réaffirmer notre position qui est sans ambiguïté chez nous. Seules les compétences comptent. Et après, c'est de prendre en compte quand il y a des restrictions, quand il y a des contraintes par rapport au public en situation de handicap, quels sont aujourd'hui les environnements de travail qui vont pouvoir être compatibles. J'ai changé encore en début de semaine avec une agence qui me disait, là, j'ai rencontré un candidat, il ne peut pas porter de charge de plus de 15 kilos. Non, alors, il peut porter des charges jusqu'à 15 kilos. Et dans les environnements logistiques de nos clients, on a différents entrepôts. Et donc, jusqu'à 15 kilos, ça offre un éventail qui est finalement assez large. Donc, parfois, c'est juste de recadrer parce qu'on a aussi des candidats qui ont eu des parcours parfois chaotiques, qui ont eu des refus. Faut pas le nier. N'ose pas toujours nous dire quelles sont les restrictions ou les contraintes. Et après, voilà, dans notre posture de recruteur, d'aller chercher ces informations et de leur permettre d'être vraiment détachés sur des environnements qui leur soient compatibles. Et puis, quand il y a des besoins d'adaptation, eh bien, on les travaille. Vous parliez du handicap visuel tout à l'heure, ça me fait penser à une opératrice en industrie pharmaceutique qui a une déficience visuelle, mais qui porte des lunettes de protection. Voilà, on a adapté les lunettes de protection à sa déficience visuelle. Là, j'adapte des chaussures de sécurité pour un opérateur sur un poste de technicien de maintenance qui a une maladie chronique et qui a besoin de chaussures de sécurité qui soient adaptées à sa situation et qui soient très légères. Voilà, donc quand on a aujourd'hui des candidats qui se présentent, qui ont des restrictions, qui ont des besoins d'adaptation,
on n'écarte pas et c'est des choses que l'on fait et sur lesquelles on accompagne les personnes. Merci Fabienne. Alors je vois qu'il est déjà 11 heures et que certains, voilà, devoir aller sur un autre webinaire. Donc on voit que vous avez vraiment développé des ressources très intéressantes, en termes de parcours, d'accompagnement, auprès de vos agences, y compris de méthodes là sur la phase recrutement. D'ailleurs, si vous pouvez mettre, les ressources là dans le chat, certains les ont demandées, parce que je pense que certaines personnes aimeraient aller plus loin avec vous. Donc, si vous avez encore 5 minutes, nous allons, conclure ce webinaire, mais, j'aimerais donner, là, l'occasion à ma collègue Anuette, qui est responsable développement de projet au sein d'APF France Handicap, pour nous présenter rapidement aussi, nous, notre offre de sensibilisation entreprise que vous pouvez, peut-être pour certains mobiliser aussi dans le cadre de vos actions, anti-discrimination. Merci Anne. Merci à vous. Bonjour à tous. Donc, Anne Huette, je suis responsable développement de projet dans un pôle qui a été créé il y a 1 an, qui s'appelle le pôle accélérateur de solutions inclusiverselles. Et dans le nom même de ce pôle, on voit bien que on est totalement focus sur l'inclusion en emploi des personnes en situation de handicap, pas que sur le volet emploi, mais aussi sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, APF France Handicap, on est évidemment connu pour être une association de revendication, de représentation et d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce sur quoi on met le focus au sein du PASI et avec les autres entités d'APF France Handicap, c'est l'offre globale qu'on peut proposer. Alors, sur l'emploi et sur d'autres solutions, mais là, je vais vous présenter plus spécifiquement ce que l'on peut proposer en emploi qui contribue évidemment à lutter contre les discriminations. En fait, ce sont un ensemble de solutions que l'on préconise, que l'on propose, que ce soit aux organisations publiques, privées, quelles qu'elles soient leur taille, quelle que soit leur implantation géographique, puisque APF France Handicap est en mesure de déployer une offre de prestations sur l'ensemble du territoire, notamment en s'appuyant sur nos 96 délégations départementales, et de manière harmonisée partout en France, puisque nous avons des implantations et des acteurs APF France Handicap partout en France. Donc, je vais vous présenter très Oui, très synthétiquement, Anne, parce que là, très synthétiquement une slide qui en fait est le cœur même, l'essence même de ce que l'on travaille. Vous la voyez ou vous la voyez pas? Non, vous la voyez pas. Pour l'instant, non. Ouais. J'ai fait une bêtise, je me suis rendu compte. Hop. Là, vous la voyez? Oui. Ok. Désolée. Donc, en fait, APF France Handicap, on travaille sur les aides humaines, on va travailler sur l'habitat, on va travailler sur les mobilités. Et pour aller en emploi, il faut évidemment que toutes ces questions-là soient, pour aller en emploi ou bénéficier d'un maintien d'emploi, bien évidemment, quand on est en situation de handicap, il faut que toutes les questions d'habitat, de logement, de mobilité soient réglées. Et quand on est en emploi, vous l'avez cité tout au long de ce webinaire, effectivement, on est confronté à des discriminations envers les personnes en situation de handicap. APF France Handicap, on propose des solutions qui sont pour l'ensemble des organisations à plusieurs niveaux en termes d'emploi. On va travailler beaucoup sur la sensibilisation de l'ensemble des acteurs dans une organisation, en essayant au maximum de sensibiliser en priorité ou en premier lieu les managers, parce que ce sont les managers qui vont ensuite impulser le maximum d'actions en direction de l'insertion des personnes. On parlait tout à l'heure de formation avec d'autres intervenants. Bien évidemment, on va intervenir sur la formation des référents handicap, sur la formation pour recruter une personne en situation de handicap, pour accompagner l'intégration en emploi. On va proposer des solutions en termes de maintien en emploi, de prestations d'accompagnement dans la durée.
Et on va travailler sur des sujets auxquels on ne pense pas toujours dans l'organisation, qu'elle soit publique ou privée. L'accessibilité d'un bâtiment. Quand un bâtiment n'est pas accessible pour une personne en situation de handicap, eh ben, elle ne peut pas accéder à l'emploi. Et c'est une forme de discrimination. Quand le poste de travail n'est pas accessible, c'est aussi une discrimination d'emploi. Donc, toutes ces modalités-là, on les propose aux organisations de manière à ce qu'elles aillent piocher, elles aillent identifier avec nous qu'est-ce qui correspond à leurs besoins sur le moment de travailler. Il y a des organisations qui ont déjà largement travaillé sur de la sensibilisation auprès de leurs salariés ou des acteurs de l'organisation. Il faut passer à la phase formation en suivant. Généralement, c'est dans ce sens-là qu'on le fait pour lutter enfin pour proposer en tout cas des solutions de formation pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis à un moment, on voit que on est capable, parce qu'on a traité la sensibilisation, la formation, les postes sont accessibles, on va accompagner plus largement sur l'inclusion d'emploi, comme Madame le disait précédemment, nous avons aussi également une agence d'emploi temporaire pour les personnes en situation de handicap ou au sein de nos structures d'emploi adapté ou d'emploi protégé, puisqu'on on fait des recrutements importants chaque année sur ces structures-là. Nous avons 6500 salariés dans nos entreprises adaptées et dans nos ESAT, où bien évidemment la question des luttes contre les discriminations est toujours au cœur de l'actualité des dirigeants et des managers. Je ne sais pas si... je comprends qu'il n'y a pas forcément le temps de... Oui, non, on ne va pas aller pouvoir beaucoup Voilà. aller plus loin. Si tu peux juste nous résumer. J'ai essayé d'aller très 11 vite. heures, et là, je vois que les gens quittent notre webinaire, donc il faut qu'on arrive à la conclusion. Merci beaucoup, Anne. Et voilà, désolée, c'est vrai qu'on avait un temps imparti voilà, qui était assez court étant donné la matière. Mais voilà, l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment vous donner un petit éclairage de cette problématique avec ces témoignages, cette observation là du monde académique, les aspects juridiques, et puis là, les leviers, hein, à la fois côté entreprise, association ou autres acteurs institutionnels. Donc, on espère que ça vous a permis d'approfondir un peu le sujet, que ça sera pour vous aussi un premier moyen pour peut-être aller plus loin. Donc nous, en tout cas, au sein d'APF France Handicap, hein, on souhaite vraiment poursuivre cet engagement sur ce sujet de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. Et en particulier, on essaiera de refaire d'autres temps et de développer d'autres ressources autour de l'aménagement raisonnable, puisque j'ai pu comprendre ce matin dans les réactions là, des participants que ce n'était pas toujours une notion simple à appréhender dans l'effectivité de l'obligation. Alors, je redis encore une fois, et ça a été souligné aussi là, dans la conversation et le question-réponse, on va nous envoyer toutes les ressources, tous les liens, le support d'Antoinette à la GFIP hein, pour que vous puissiez y avoir accès. Donc voilà, on verra avec la GFIP comment elle vous rediffusera. Mais en tout cas, nous, on va vraiment envoyer tous ces liens et toutes ces ressources qui ont été diffusées, présentées, évoquées ce matin, y compris peut-être là, les ressources de Fabienne Da Silva du groupe Partner, hein, qu'on pourra aussi agréger dans ce qu'on enverra à la GFIP. Merci beaucoup, merci à nos intervenantes, puisque c'était très féminin ce matin. Merci à vous pour votre mobilisation et vos interventions. Et merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Excellente journée et excellente URH pour ceux qui sont en ligne ou à Marseille. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.